Nasa est un solitaire prétentieux et illusoire, incapable de séduire une fille même s'il en allait de sa vie. Cependant, tout change lorsqu'une bombe le sauve d'un accident mortel et l'oblige à l'épouser en échange. Oui, toi et moi, on peut être ensemble, si tu m'épouses. Sans trop réfléchir, Nasa accepte sa proposition. Puis, il s'évanouit à cause de sa perte de sang, ratant la plus belle fille qui lui ait jamais adressé la parole. Quelques mois passent pendant que Nasa se remet et essaie de reprendre sa vie en main après l'accident, renonçant à poursuivre ses études malgré son intelligence et choisissant plutôt de travailler dans un grand magasin parce que la seule chose qui compte pour lui, c'est la fille qui l'a sauvé d'une mort certaine. Il espère la revoir un jour et prend même un appartement loin de ses parents pour qu'ils ne l'empêchent pas de trop travailler. Un jour comme les autres, Nasa se détend dans son appartement quand il entend frapper à la porte. Et à sa grande surprise, c'est Tsukasa, en chair et en os, qui lui rappelle sa promesse de l'épouser. Encore sous le choc, il la laisse entrer tandis que son esprit s'emballe. Tsukasa sort un formulaire de mariage et lui rappelle toutes les formalités administratives dont ils doivent s'occuper avant de pouvoir se marier. Et Nasa n'a même pas le temps de se demander si épouser une inconnue est une bonne décision, car toute logique s'envole quand Tsukasa lui sourit. Mode oui activé. Il remplit le formulaire de mariage et ils sortent tous les deux de son appartement au milieu de la nuit. Tsukasa lui explique qu'ils vont à la mairie pour se marier officiellement. Celle-ci étant ouverte 24 heures sur 24 afin que les célébrités et les obsédés sexuels puissent se marier sans attirer trop l'attention. Pendant qu'il marche, Nasa se dit qu'elle ne s'est pas moquée de son nom comme tout le monde, et elle le surprend en se retournant et en se présentant comme Madame Nasa, ce qui le fait rougir comme une fille qui craque sur sa première idole. Au bureau, le couple s'occupe de toutes les formalités et des papiers et devient officiellement marié. Et l'employé leur offre même une petite plante en pot comme cadeau de mariage. Dehors, Nasa est frappée par la réalité de ce qui vient de se passer, mais Tsukasa le rassure en lui disant qu'elle a un bon jugement et qu'elle a sûrement choisi son prince charmant. Tsukasa propose qu'ils se tiennent la main, maintenant qu'ils sont mariés. Et la douceur rend le cerveau de Nasa complètement fou. Des pensées lubriques sur ce qu'il pourrait toucher d'autres lui traversant l'esprit. Tsukasa lui rappelle qu'il était en train de débiter ses idées perverses à voix haute. Elle répond à sa perversion et lui rappelle qu'ils sont mariés. Donc il y aura le temps de tout tripoter un jour. Après quoi, elle s'en va en disant qu'elle doit s'occuper de quelque chose. Tsukasa dit à Nasa d'aller s'occuper de la plante avant qu'elle ne revienne. L'idiot le plus intelligent du monde réalise que les deux vont vivre ensemble dans son appartement et, anticipant cela, il manque de s'évanouir en pensant aux deux dans le même lit. Avant que cela n'arrive, Nasa doit faire des calculs mentaux atroces pour déterminer comment ils vont dormir tous les deux dans sa tanière de célibataire crasseuse, car son lit n'est pas assez grand pour deux personnes, Nasa ayant accepté qu'il serait soit célibataire, soit qu'il dormirait comme un plant de riz toute sa vie. Il envisage de commander un lit légèrement plus grand sur Amazon, mais finit par maudire Bezos de ne pas avoir une option de livraison en 1 heure pour sauver un mariage impromptu. Il abandonne et décide de voir si Tsukasa et lui pourraient tenir dans un seul lit en se blottissant l'un contre l'autre, avant que ses fantasmes ne puissent aller plus loin. Tsukasa rentre à la maison et surprend Nasa en train de câliner un oreiller, ce qui le met dans un état d'embarras tel qu'il s'évanouit presque et lui demande pourquoi elle n'a pas frappé. Cependant, elle lui répond qu'elle l'a fait, mais que le monologue désespéré dans la tête de Nasa était trop fort pour qu'il l'entende. Tsukasa avait fini de faire ses bagages et est revenu à leur appartement avec une valise rose. Nasa, lui, prépare du café et lui demande maladroitement si elle resterait avec lui pour la nuit. Et elle lui répond qu'ils sont mariés, donc c'est une évidence. Elle propose de passer la nuit à l'hôtel jusqu'à ce que Nasa comprenne la situation et arrête d'avoir les pieds froids. Cependant, Nasa la poursuit dans la nuit et l'arrête, ayant l'impression que sa princesse Kaguya disparaîtrait à jamais s'il ne l'arrêtait pas. Au lieu de cela, il propose qu'ils aillent tous les deux dans un magasin d'articles ménagers pour acheter de nouvelles literies. Tsukasa accepte et il se dirige vers le rayon des futons dans un immense magasin où sa nouvelle épouse est obsédée par toutes les différentes options et variétés de futons. Nasa est perdu dans ses pensées, se remémorant leur premier rendez-vous de couple marié dans un supermarché, et il tend timidement la main vers Tsukasa pour lui donner un air plus romantique, ce qui la fait sourire et saisir sa main. Ensuite, les jeunes mariés retournent dans leur petit appartement et Tsukasa essaie la nouvelle literie que Nasa lui a achetée avant d'inviter Nasa à la rejoindre sur le futon.
C'est alors que Tsukasa jette un bon coup d'œil à la garçonnière de puceaux et réalise qu'il n'y a pas d'article de toilette, ni même un pyjama de rechange pour elle. Mais avant qu'elle n'ait des doutes sur le mariage, Nasa se précipite au magasin de proximité pour lui acheter tout ce dont elle a besoin, sauf des sous-vêtements frais. Ce serait trop demander au puceau. À son retour, les deux ont une brève conversation sur les raisons de leur mariage. Nasa lâche qu'il aime Tsukasa, qui répond qu'elle partage les mêmes sentiments. Sur ce, elle va dans l'autre pièce pour se changer et mettre son nouveau pyjama, et Nasa mène la bataille intérieure du siècle pour s'empêcher de jeter un coup d'œil. Heureusement, Tsukasa ne met pas longtemps à se changer et revient dans la chambre. Nasa rougit en pensant que sa femme était littéralement une déesse, même en vêtements de nuit. Puis c'est au tour de Nasa de se changer, et Tsukasa devient coquine en lui demandant de se changer devant elle. Mais le puceau paniqué s'échappe et se change dans une autre pièce. Quand il revient dans leur chambre, il a une autre crise de doki-doki parce que Tsukasa a remonté ses cheveux en chignon. Nasa se disait qu'il était impossible pour sa femme de ne pas être magnifique. Peu de temps après, les deux finiront par aller se coucher. Tsukasa est par terre sur son nouveau futon et Nasa est sur son lit. Le sommeil est la dernière chose à laquelle il pense alors qu'il fixe avec envie la bombe qu'il a choisie. Lui, sans raison apparente. Il la voit se tourner et se retourner et réalise qu'elle a un sommeil agité. Nasa veut que sa femme passe une bonne nuit. Alors il se faufile silencieusement pour la couvrir d'un autre futon afin qu'elle n'ait pas froid. Son esprit bizarre prend le dessus et il essaie de lui voler un baiser, mais décide que leur premier baiser serait mieux s'ils étaient tous les deux éveillés. Son timing de retraite était parfait. Il pense que Tsukasa a dû sentir son haleine d'oignon, mais il s'avère que sa femme avait juste soif et revient pour atterrir sur Nasa. Elle lui vole sa couverture et s'endort, laissant son mari gelé toute la nuit. Au matin, Tsukasa ne se souvient pas pourquoi ses cheveux étaient défaits et pourquoi elle avait 2 couvertures au lieu d'une. Nasa n'a pas eu le cœur de lui dire et ils quittent tous les deux leur pyjama pour commencer la journée. Nasa manque de faire une hémorragie nasale quand il voit Tsukasa se changer en tablier et en vêtements décontractés. Pour adoucir le marché, elle rappelle qu'ils sont mariés et qu'ils devraient s'appeler par des petits noms. Nasa propose immédiatement de l'appeler Tsukasa-chan, ce qu'elle accepte après une brève hésitation tsundere. Ceci étant réglé, Tsukasa-chan se prépare à faire 2 petits déjeuners, mais en ouvrant le frigo, elle découvre que le puceau a en fait des provisions et cuisiné pour lui-même. Cela plonge Nasa dans une spirale obsessionnelle, et il explique à quel point il est important d'avoir tous les nutriments nécessaires. Il avait percé le code, il devait manger une fondue tous les jours, car tout mettre dans une marmite et faire bouillir ne pouvait jamais mal tourner. Cependant, sa femme n'est pas impressionnée et lui lance un regard dégoûté, car pour elle, c'est de la science, pas de la cuisine. Tsukasa lui dit de se préparer à se faire éclipser complètement, et elle exhibe ses compétences de chef étoilé. En seulement 10 minutes, elle a préparé un petit déjeuner meilleur que tout ce que Nasa aurait pu faire de toute sa vie. La première bouchée met Nasa dans un état d'excitation culinaire, ravi de sa nouvelle vie savoureuse avec sa femme. Les choses ne font que s'améliorer pour lui quand Tsukasa lui demande de prendre un bain. Nasa lui rappelle qu'il n'a pas de baignoire chez lui, mais qu'il y a un joli établissement de bain pas très loin de chez eux. Nasa s'emballe à l'idée de sa femme sortant fraîche du bain. Cependant, Tsukasa ne pouvait pas aller au bain public les mains vides et demande à Nasa s'il avait du shampoing et d'autres produits. Il lui montre fièrement son shampoing et savon gris 13 en 1 de célibataire. Cela agace Tsukasa, qui transforme la déception en leçon, l'entraînant dans un magasin voisin où elle choisit du sérum, de la lotion tonique et du shampoing, entre autres articles de toilette. Puis les deux arrivent enfin au bain public pour être accueillis par Kaname, qui est stupéfaite que Nasa ait amené une femme vivante et respirante avec lui. Elle pensait que ce loser ne s'excitait qu'avec des livres et des calculs. Nasa lui présente Tsukasa en lui disant que Kaname était son cadet à l'école. Maintenant, elle gère les bains publics avec sa sœur pour aider leurs grands-parents et le reste de la famille. Après ça, Kaname balance des blagues 6 et demande si Nasa et Tsukasa sortent ensemble. Elle n'était pas préparée à entendre qu'ils s'étaient mariés du jour au lendemain. Après avoir ramassé sa mâchoire, elle offre au couple une chauve-souris gratuite comme cadeau de mariage, qu'ils acceptent volontiers. Cependant, une fois que Tsukasa se dirige vers la section des femmes, Kaname arrête Nasa et lui dit que l'offre ne s'étend qu'à sa femme.
Il devra quand même payer parce que son côté insensible a blessé la sœur de Kaname sans le vouloir. Elle lui dit de ne pas parler de son mariage à sa sœur, car elle deviendrait folle, et Tsukasa accepte. Kaname n'est pas encore satisfaite et l'interroge sur le fait d'épouser une inconnue si rapidement, ce à quoi Nasa répond en criant et en confessant son amour pour Tsukasa. Kaname rit de son timing parce que Tsukasa apparaît derrière eux deux et l'entend. Elle avait oublié de prendre ses affaires de toilette, qui étaient toujours dans la main de Nasa. Elle dit à son mari qu'être aussi ouvert à ce sujet était embarrassant, mais qu'elle finirait par s'y habituer. Sur ce, elle retourne prendre son bain et Nasa entre dans la section hommes. Ses intentions ne pourraient pas être effacées avec le savon le plus puissant du monde, car il fantasme sur sa vie comme un épisode de bain d'anime. Il verrait bientôt sa déesse de femme dans son plus simple appareil et les anges chanteraient. Son excitation retombe seulement quand Kaname apparaît sous prétexte de faire le ménage et jette un coup d'œil au petit Nasa. Pendant ce temps, Tsukasa se retrouve seule dans le bain du côté des femmes et se met dans le plus simple appareil. Elle pense qu'avoir un bain public pour elle toute seule est paradisiaque et entre dans l'eau chaude. Son excitation est de courte durée car Aya apparaît derrière la vapeur pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule. Elle fait tout un plat pour gâcher le moment de solitude de Tsukasa et lui explique qu'elle ne peut pas laisser une cliente repartir sans une satisfaction à 100%. Pour se faire pardonner, elle propose de laver le dos de Tsukasa, mais Tsukasa lui dit qu'elle devient nerveuse quand les gens la touchent. Aya n'en démord pas et propose de lui laver le dos avec une douchette à bulles. Tsukasa finit par céder et les deux femmes se lavent à fond. Tsukasa se présente en utilisant le nom de famille de Nasa, ce qui fait croire à Aya qu'elle est sa sœur ou sa cousine. Elle part dans un monologue sur la génialité de Nasa et comment il a sauvé leur bain public de la ruine après que leur grand-père bizarre se soit enfui avec une actrice de doublage. Tsukasa n'a même pas le temps de réfléchir par où commencer à poser des questions. Au lieu de ça, elles terminent leur bain et sortent où Nasa est en train de rêver dans son sommeil. Tsukasa le réveille et Nasa réalise qu'elle a déjà rencontré Aya, ce qui lui facilite la tâche. Ils se disent au revoir et commencent à rentrer chez eux. Sur le chemin, Tsukasa parle de la beauté d'Aya et le puceau naïf se lance rapidement dans un discours de 5 minutes sur le fait qu'Aya est la fille parfaite. Ça agace Tsukasa, mais Nasa ne comprend pas l'allusion. Il croit que Tsukasa est en colère parce qu'ils ont croisé un couple qui se mariait. Ça lui rappelle sa conversation avec Kaname sur son échec en tant que mari. Il n'avait offert ni bague, ni robe, ni cérémonie à sa femme. La panique commence à l'envahir quand Tsukasa lâche une autre bombe et demande si elle aussi, elle pourrait être qualifiée de jolie. Nasa ne fait toujours pas le rapprochement et pense qu'elle demande une cérémonie formelle. Son mode soumis s'active et il lui tend les clés de leur appartement. Il s'enfuit en criant qu'il ne pouvait pas s'engager tout de suite, mais qu'il ferait en sorte que les rêves de Tsukasa se réalisent. Pendant ce temps, sa femme se demande, sur le chemin du retour, une voiture noire de luxe s'arrête et une fille, Chitose, jette un coup d'œil et sourit à Tsukasa, l'appelant grande sœur. Après être rentrée, Tsukasa s'ennuie à mourir et se retrouve seule dans l'appartement pour la première fois depuis leur mariage. Elle veut tuer le temps. Alors elle décide de faire un peu de ménage. Seulement, elle se rend compte que la maison est déjà impeccable. Après avoir hésité à nettoyer le moindre recoin, elle abandonne l'idée. Elle ne veut pas découvrir un secret louche que son nouveau mari pourrait cacher dans son appartement. Elle décide de préparer le déjeuner avant le retour de Nasa. Ainsi, elle pourra lui montrer son amour et remplir ses devoirs d'épouse. Et donc, elle se met à cuisiner. La sonnette retentit et Tsukasa va ouvrir en pensant que c'est Nasa, mais elle est accueillie par la peste blonde de Chitose, qu'elle a rarement rencontrée auparavant. Malgré cela, Chitose est extrêmement enthousiaste et appelle Tsukasa sa grande sœur. Elle refuse de s'expliquer, fidèle à elle-même, et critique Tsukasa pour vivre dans un appartement aussi délabré et miteux. C'était manifestement indigne d'elle. À ce moment-là, Tsukasa en a assez, alors elle lui claque la porte au nez et essaie de reprendre le cours de sa journée. Ce à quoi elle ne s'attend pas, c'est que Chitose est extrêmement persistante. À contre-cœur, Tsukasa cède et rouvre la porte. Cette fois, Chitose va droit au but. Elle a entendu parler de Tsukasa par leur arrière-grand-tante Tokiko et l'a traqué comme un chien de chasse. Tokiko lui avait dit de ne pas poursuivre Tsukasa, mais Chitose n'a pas écouté. Elle s'inquiétait pour sa grande sœur et voulait la ramener. Cela affecte à peine Tsukasa, qui en a juste assez.
Elle rappelle à Chitose qu'elle est mariée maintenant et qu'elle a choisi elle-même la vie qu'elle menait. Son mari, Nasa, était tout ce qui comptait maintenant. Cela contrarie beaucoup Chitose, qui descend les escaliers d'un pas triste, s'assoit et pleure. C'est alors que Nasa rentre à la maison, trouve Chitose en pleurs et essaie de la réconforter. Ne sachant pas qui il était, Chitose raconte à Nasa qu'un membre de sa famille s'était enfui. Il prenait une décision hâtive qui ne ferait que le briser et qu'elle était bien trop bien pour se caser avec un loser vivant dans un appartement miteux. Son timing ne pouvait pas être meilleur, car Tsukasa arrive derrière elle et salue Nasa, quand le rideau tombe et que Chitose apprend que Nasa est le nouveau mari de Tsukasa. C'est le chaos. Elle se met à pleurnicher et se fâche, répétant sans cesse que Nasa ne la méritait pas. Tsukasa panique, mais Nasa gère la situation très naturellement et écoute toutes les préoccupations de Chitose. Il l'invite ensuite à entrer pour qu'ils puissent en discuter, mais Chitose n'en voulait rien savoir. La seule chose logique à faire pour Chitose était de claquer des doigts et de faire enlever Nasa par un homme costaud pour l'emmener dans leur villa. Une fois arrivée au manoir, Chitose lui dit qu'elle n'était pas assez sauvage pour le torturer, mais qu'elle connaissait bien les méthodes ancestrales des briseuses de ménage. Elle appelle rapidement ses deux servantes, Charlotte et Aurora. Elle leur ordonne de prendre des photos scandaleuses de Nasa avec l'une d'elles, afin que Tsukasa soit dégoûté et quitte ce pauvre type. Charlotte trouve Nasa terriblement sexy et s'emballe un peu trop pour la mission. Cela énerve Chitose, qui commence à sermonner les servantes, ce qui donne à Nasa l'occasion de s'échapper. Alors qu'il erre dans cette étrange maison, il se demande comment Tsukasa a pu vivre ici. Il finit par trouver sa chambre grâce à son odeur. Dans la pièce sombre, il trouve une pierre enfermée dans une vitrine. En y regardant de plus près, il découvre qu'il s'agit d'une véritable roche lunaire rapportée par des astronautes. Elle était reliée à un réservoir d'azote pour éviter qu'elle ne s'oxyde et ne se détériore. Cependant, la rencontre de Nasa avec la roche lunaire est interrompue lorsque Charlotte apparaît derrière lui, tenant une grande épée de lame sombre, et lui dit de quitter la pièce. Elle l'attaque pour essayer de le faire sortir, mais finit par fissurer la vitrine contenant la roche. C'est à ce moment-là qu'Aurora et Chitose entrent et restent bouche bée. Mr. Nerd réfléchit vite et répare la vitrine avec du ruban adhésif et un réservoir d'azote de remplacement. Chitose lui dit que la roche appartenait à Tokiko, qu'il avait prêtée à Tsukasa. Cela fait réfléchir Nasa aux peu de choses qu'il savait sur sa femme. Ses efforts pour sauver le rocher sont récompensés par une étreinte de Charlotte, qu'Aurora s'empresse de photographier. Elle se met ensuite au travail pour truquer la photo et la faire ressembler à une image scandaleuse. Nasa remarque qu'elle devrait arrêter d'être femme de chambre et rejoindre Hollywood avec ses talents. Leur petite plaisanterie est interrompue lorsque Tsukasa apparaît et s'empare de la photo. Elle semble énervée en entraînant Nasa avec elle. Chitose se réjouit, pensant qu'elle a réussi, mais ce n'était qu'une ruse pour que Nasa et sa femme s'échappent. Tsukasa conduit Nasa à travers un passage secret. Nasa se demande quel genre de vie secrète et stressante sa femme a vécu jusqu'à présent. Ses pensées sont interrompues lorsqu'ils émergent à la surface, à l'intérieur d'une magnifique église. Toute cette adrénaline fait battre le cœur de Nasa à tout rompre alors qu'il demande formellement Tsukasa en mariage, puis se penche pour leur premier baiser, scellant leur union par un geste d'amour profond mais simple. Cependant, l'amour se transforme en folie le lendemain lorsque Tsukasa devient hyperactive et demande à Nasa d'allumer la télé. Quand il lui dit qu'il n'a pas de télé dans sa grotte de célibataire, elle craque. Son film préféré sur des requins dans l'espace devait être diffusé ce jour-là. Nasa ne voit pas l'intérêt, ce qui lance Tsukasa dans un monologue de cinéphile sur l'importance d'apprécier chaque réalisateur et son travail pour une expérience complète et soignée. Nasa ne voit pas vraiment l'intérêt, mais il doit faire plaisir à sa femme. Alors ils se rendent dans un magasin d'électronique pour regarder les nouvelles télés. Alors que Nasa se concentre sur la qualité des différents produits. Tsukasa lui dit juste de prendre l'option la moins chère, car un bon film reste bon, qu'il soit regardé au cinéma ou sur un mauvais écran. Après avoir acheté leur thé, ils décident de se rafraîchir au bain public. Pendant que Tsukasa se baigne, Nasa commence à se vanter auprès de Kaname de lui avoir fait sa demande en mariage en bonne et due forme. Kaname ne voit pas où est le problème, car ce n'est que la première étape. Il doit encore lui acheter une bague, mais Nasa dit que ce n'est pas nécessaire. Tsukasa n'est pas le genre de fille à courir après les bagues.
Kanam comprend le sous-entendu et lui dit que c'est juste un mensonge que les femmes racontent à leur mari fainéant pour paraître gentilles. Il devrait se bouger et lui acheter une belle bague. Pendant que Nasa réfléchit aux paroles de Kaname après son bain, Tsukasa sort et il peut enfin admirer sa femme fraîchement sortie du bain. Son côté inquiétant s'intensifie alors qu'ils rentrent à la maison. Sur le chemin, Nasa mentionne nonchalamment qu'il avait séché le travail la veille et qu'il devrait vraiment y aller aujourd'hui. Cela semble contrarier Tsukasa, qui devient triste et les emmène dans un parc voisin. Elle ne parle pas beaucoup après s'être assise sur le banc du parc et est perdue dans ses pensées. Nasa finit par comprendre qu'il lui manquerait une fois qu'il serait au travail et qu'elle se sentirait seule. Cependant, le sang lui monte à l'entrejambe et tout ce qu'il fait, c'est se pencher pour un autre baiser. Tsukasa est troublée et active le mode tsundere. Elle lui dit que ce serait embarrassant si quelqu'un les voyait. Ce qu'elle ignorait, c'est que leurs agents étaient dans les parages. Après ce rendez-vous maladroit sur le banc du parc, Nasa raccompagne Tsukasa chez elle, puis part au travail. Avant de partir, il lui demande si elle l'attendra à son retour, comme une petite amie jalouse et possessive. Pendant qu'il travaille dur, Nasa pense que sa femme doit se sentir seule à la maison. Il se sentait lui aussi assez seul et se demandait ce qu'il pouvait faire pour réduire la distance entre eux. C'est alors que les paroles de Kanam résonnent dans sa tête et il comprend pourquoi les couples mariés achètent des alliances. C'est une façon d'être ensemble, même lorsqu'ils sont éloignés l'un de l'autre. Tous deux peuvent se réjouir de retrouver leur bien-aimé et, sur ce, il a décidé d'acheter des alliances assorties pour lui et Tsukasa. En rentrant chez lui, il aborde, de manière pas très subtile, la question de savoir si Tsukasa voulait une bague de fiançailles. Sa femme s'empresse de lui expliquer qu'une bague de fiançailles serait stupide puisqu'ils sont déjà mariés. Le pauvre naïf comprend enfin la différence entre les bagues de fiançailles tape à l'œil et les alliances le plus simples pour tous les jours. Embarrassé, il parle d'acheter 3 bagues au total pour lui et Tsukasa afin de sceller leur amour. Voyant qu'elle n'arrive pas à percer le crâne épais de Nasa, Tsukasa décide de l'emmener dans une bijouterie de luxe le lendemain. Quand ils y vont enfin, Nasa est abasourdi par le prix exorbitant d'une simple bague avec un diamant d'1 carat. Il se laisse embobiner par la vendeuse et elle manque de lui soutirer des millions quand Tsukasa l'éloigne. Devant la boutique, sur un banc, Tsukasa laisse Nasa se calmer au lieu d'acheter une bague hors de prix sur un coup de tête. Il n'arrête pas de parler d'acheter des bagues comme symbole pour sceller leur amour. Tsukasa réalise que son mari est trop têtu et décide de l'emmener dans une bijouterie un peu moins chère. Là, un autre vendeur est sur le point de lui soutirer des millions, car le naïf Nasa se précipite et manque de payer. Tsukasa le raisonne et lui dit qu'elle n'a pas besoin d'une bague coûteuse pour prouver leur amour l'un à l'autre ou au monde entier. Être ensemble lui suffit amplement. Il finit par acheter la paire d'alliances la moins chère qu'ils aient pu trouver dans la deuxième boutique. Sur le chemin du retour, ils sont tous les deux satisfaits de la tournure des événements et se tiennent la main en rentrant chez eux. Plus tard dans la nuit, Tsukasa se retrouve dans le lit de Nasa. Nasa savait déjà qu'elle bougeait beaucoup en dormant et qu'elle avait tendance à faire du somnambulisme. Cependant, ce jour-là, au lieu de voler les couvertures de Nasa et de le laisser geler toute la nuit, Tsukasa a sauté dans son lit et a continué son sommeil paisible. C'était trop pour Nasa le puceau, qui a commencé à la prendre dans ses bras et à sentir son corps pour la première fois. Son comportement pas très subtil réveille Tsukasa un instant, qui embrasse son mari avant de se rendormir sur son futon. Le lendemain matin, Tsukasa est super fraîche, mais Nasa n'a presque pas fermé l'œil après que sa femme déesse l'ait embrassée. Il se concentre sur l'achat d'un lit double pour qu'ils puissent dormir ensemble. Cela l'entraîne dans une spirale où il finit par réaliser que leur appartement actuel est trop petit pour deux. Il n'y avait pas de salle de bain, pas de salon et pas assez de place pour qu'ils fassent des acrobaties au lit. Il omet la partie bizarre et propose qu'ils emménagent dans un endroit plus grand, mais Tsukasa refuse catégoriquement. Elle explique qu'elle aime l'intimité qu'elle ressentait dans le petit appartement. Ils en restent là pour le moment et se dirigent vers les bains publics. Là, Nasa discute de la situation avec Kaname, qui lui dit qu'il n'est pas idéal pour un couple marié d'avoir des espaces de couchage différents, surtout avec Nasa qui est plus qu'un étalon en chaleur. Kaname sourit en entendant à quel point Tsukasa était détendue à l'idée de partager le même petit espace. Puis remarque qu'elle aurait mis fin à son mari s'il avait été un tel bon à rien avec un appartement minuscule. Plus tard dans la journée, Nasa rentre à son appartement après une longue journée de travail et surprend Tsukasa en train de se changer.
et ils sortent pour avoir un débat de niveau Yun sur l'idée d'avoir un endroit plus grand. Nasa sait que le seul moyen de convaincre sa femme, c'est de faire appel à ses passions de geek. Il lui dit qu'il pourrait avoir un grand projecteur pour organiser des soirées cinéma. Pour l'amadouer, il ajoute qu'il achèterait de grandes étagères pour que Tsukasa puisse y exposer ses DVD de films et sa collection de mangas préférés. Et voilà, c'était dans la poche pour le nouvel appartement. Maintenant que c'est réglé, ils reprennent le chemin de la maison. C'est alors que Tsukasa réalise qu'ils auront besoin d'un garant pour co-signer le bail du nouvel appartement. Même s'ils en trouvent un, Nasa l'assure que ses parents s'en chargeront. Mais il réalise alors qu'il ne leur a pas encore parlé de son mariage secret et précipité. Une fois rentré, Tsukasa lui propose de rester à ses côtés pendant qu'il parle à sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Mais il l'assure qu'il va bien s'en sortir. Il l'appelle et lui annonce nonchalamment que son fils raté est maintenant marié. Tsukasa l'entend dire à sa mère qu'il a épousé la jolie fille qu'il avait sauvée de se faire écraser il y a quelque temps, une fois l'appel terminé. Tsukasa, toute confuse, lui demande ce qu'il a raconté à sa famille à son sujet. Ce à quoi il répond qu'il leur a seulement dit la vérité, qu'il était marié à la fille la plus mignonne de l'univers. Cela fait rougir Tsukasa et les deux se couchent pour la nuit. Le lendemain, ils se rendent à leur endroit habituel dans le parc quand Nasa reçoit un message de sa mère. Elle lui dit qu'elle a joué les Sherlock Holmes et qu'elle a compris pourquoi il avait annoncé son mariage si brusquement. Le pot aux roses était découvert et sa mère a dit qu'elle ne serait pas sa caution tant qu'il n'aurait pas présenté Tsukasa à ses parents. Alors que Tsukasa pense que c'est justifié, des signaux d'alarme commencent à retentir dans la tête de Nasa. Il lui raconte que ses parents étaient excentriques et envahissants, mais que c'était nécessaire. Tsukasa et Nasa préparent donc leur voyage à Nara, Nasa le considérant comme leur lune de miel, ce qui a rendu le retour à la maison beaucoup plus supportable. Non loin de là, leurs agents Charlotte et Aurora sentent ce qui se trame et font leur rapport à Shitosa. Pendant ce temps, Tsukasa dit à Nasa qu'elle veut acheter un appareil photo avant de partir rencontrer ses parents. Non pas pour prendre des photos des paysages, mais pour consigner leur vie quotidienne de jeunes mariés. Un nouveau fantasme s'éveille chez Nasa, qui se lâche avec l'appareil Polaroid et mitraille Tsukasa de photos à tout va. Il est obsédé par l'apparence de sa femme. Quelle que soit sa pose, Tsukasa n'est pas aussi difficile et prend juste une photo au hasard de son mari, qui s'emballait devant l'une de ses photos. Après leur petite aventure, ils se rendent à l'arrêt de bus. Tsukasa a refusé les billets de train en première classe et a insisté pour voyager en bus, car ils seraient arrivés à destination à leur réveil. Nasa cède et ils montent tous les deux dans le bus, prêts à partir pour Nara. À la gare, Chitosa espionne avec Aurora et Charlotte et leur ordonne de suivre le bus jusqu'à Nara. Elle se fiche que Tokiko se fâche. Tout ce qui comptait, c'était d'être une briseuse de ménage de premier ordre. Aurora et Charlotte ne sont pas enthousiastes, mais décident de suivre le mouvement. Plus tard dans la nuit, Nasa a du mal à s'endormir sur les sièges inconfortables du bus, mais Tsukasa est déjà KO, alors qu'il s'attendait à ce que le reste du voyage soit un enfer. Une secousse fait que Tsukasa finit par poser sa tête sur l'épaule de Nasa. Le bus s'arrête 1 heure dans une aire de repos où Tsukasa descend, se sentant revigoré. Nasa, lui, est épuisé et a besoin d'une béquille pour marcher. Cependant, il arrête son cinéma quand Tsukasa commence à se sentir coupable de les avoir forcés à prendre le bus, et ils vont manger un morceau ensemble. Non loin de là, Chitose et ses acolytes les observent. Tout mignons. Charlotte et Aurora en sont émus, mais Chitose a hâte que leur mariage soit annulé. Comme une saison de Firefleet, elle explique à Charlotte et Aurora le concept du divorce de Narita, où un couple en voyage de noces se dispute pour des broutilles et décide de rompre à cause de ça. Chitose dit qu'elle n'aurait même pas besoin d'intervenir pour que Nasa et Tsukasa commencent à se détester. Elle couine de joie quand Nasa oublie son portefeuille dans le bus et laisse Tsukasa seul à l'arrêt. Bien qu'Aurora et Charlotte ne soient pas quittées, je me sois pas convaincu. Chitose pense qu'ils finiront lentement, mais sûrement par se désaimer. Tsukasa anéantit ses espoirs en allant après Nasa et en l'attendant pendant qu'il retrouve son portefeuille. Le couple se dirige ensuite vers l'aire de restauration pleine d'options alléchantes.
Quand on lui demande ce qu'il veut, Nasa choisit une réponse banale, ce qui agace Tsukasa, qui se lance dans un monologue sur l'importance de choisir quelque chose d'unique à essayer puisqu'ils sortent de leur routine habituelle. Nasa cède en regardant Tsukasa essayer un udon spécial au citron vert, tout en faisant la morale à Nada sur l'importance d'essayer de nouvelles choses. Cependant, une seule bouchée révèle que son udon n'était que des nouilles détrempées avec des tranches de citron dessus. Déçue, elle force Nasa à goûter, qui n'a même pas les mots pour décrire à quel point c'était banal. Il ose ensuite défier Tsukasa de manger une tranche de citron, tout en faisant l'insolent et en mentionnant l'importance de nouvelles expériences. Quand Tsukasa s'exécute, il prend une photo d'elle avec le citron vert acide dans la bouche, la faisant grimacer. Pendant ce temps, Cheetos et les domestiques les observent de près. Charlotte et Aurora remarquent que chaque petit obstacle ne sert qu'à rapprocher le couple. Plus tard, quand Tsukasa se met en mode tsundere à cause de la façon dont Nasa l'a taquiné, Nasa se fait pardonner en lui disant qu'il ne mangerait que ce qu'elle choisirait pour le reste de la journée. Cela remonte le moral de Tsukasa, qui trouve rapidement un pain au melon qu'il partage en étant assis sur des chaises. Quand elle est seule, Cheetos surgit de nulle part pour la confronter à propos de sa vie de couple heureuse. Elle rappelle à Tsukasa qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Son apparence de fille ordinaire n'était qu'une façade. Tsukasa lui dit que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'était se faire passer pour une fille normale, avant que leur conversation ne puisse aller plus loin. Nasa revient des toilettes et une célébrité, accompagnée d'une équipe de caméramens, apparaît à côté d'eux. C'était une équipe spéciale d'une émission de télé qui tournait parfois dans les aires de repos. Ne voulant pas que son identité soit révélée en étant vue à la télé, Tsukasa attrape Nasa et ils remontent dans le bus. Pendant ce temps, Charlotte et Aurora ont emmené Cheetos de force pour la soustraire à cette attention non désirée. Elle ne se laisse pas faire sans se battre et crie après Nasa et Tsukasa. Une fois dans le bus, Tsukasa explique que Cheetos n'était pas contente de leur mariage, ce à quoi elle s'attendait déjà, rappelant à son mari que tout le monde ne pouvait pas être satisfait. Cela a un peu inquiété Tsukasa à l'idée de rencontrer les parents de Nasa, la menace potentielle d'un rejet planant au-dessus d'elle. Cependant, Nasa fait la première chose virile de sa vie et promet qu'il convaincra ses parents de bénir leur mariage. Cela a rendu Tsukasa heureuse et lui a rappelé la personnalité qui lui avait donné envie d'épouser Nasa. Pendant ce temps, Cheetos bouillonne toujours à l'air de repos d'avoir laissé les deux s'échapper. Charlotte et Aurora dévorent leur ramen pendant qu'une célébrité et l'équipe de tournage enregistrent leur émission de fin de soirée derrière elles. Aurora l'informe qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisqu'elle a déjà appelé une carte de qualité qui les amènera à Nasa et Tsukasa en un rien de temps. Alors que la nuit s'est transformée en jour, un Nasa endormi s'est réveillé et a trouvé sa tête reposant sur l'épaule de Tsukasa. Ce qui active son mode vierge loser. Tsukasa lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'énerver et qu'il devrait descendre du bus maintenant. Une fois à la gare, ils réalisent qu'ils ont beaucoup de temps libre avant le départ de leur prochain bus. Nasa s'enthousiasme à l'idée de tous les sites qu'il pourrait visiter avec sa femme et transformer ça en lune de miel. Cependant, quand il évoque l'idée de visiter des sites, Tsukasa pense à des boulangeries populaires et au musée du manga de Kyoto. Nasa pensait plutôt à de vieux sanctuaires et à des monuments historiques. C'est un gros frein pour Tsukasa qui finit par accepter juste pour faire plaisir à son mari. Avant qu'ils ne puissent commencer leur journée, Cheetos et les deux femmes de chambre débarquent comme des parasites et la gamine blonde commence à crier sur Tsukasa parce qu'elle a épousé un bon marien. Nasa repense à la conversation qu'ils ont eue dans le bus à propos de l'approbation de leur mariage. Une idée lumineuse lui vient, il passerait la journée avec Cheetos pour lui prouver qu'il est un mari formidable. Pendant ce temps, Charlotte et Aurora décident de sauver Tsukasa et vont dans des cafés et visitent le musée du manga. Après leur départ, Cheetos atteint un nouveau niveau de tsundere, disant que ce serait trop facile si Nasa se contentait de flâner et de se promener. Elle voulait que Nasa fasse semblant d'être son petit ami pour vivre pleinement l'expérience. Hésitant au début, Nasa accepte, car cela débarrasserait Cheetos de son dos. Il aile rapidement un pouce-pouce et l'emmène faire une promenade romantique à travers Kyoto. Pendant ce temps, Charlotte et Aurora sont assises avec Tsukasa et lui demandent pourquoi elle a choisi d'épouser Nasa. Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'il était vraiment mignon et qu'elle est tombée amoureuse de sa personnalité attachante, de la façon dont il encourageait toujours tout le monde autour de lui.
Charlotte se mord la lèvre et goûte au paradis rien qu'en entendant Tsukasa parler de son mari. À l'autre bout de la ville, son mari arrête le pouce-pouce pour acheter des dingos à sa fausse petite amie. Il sort un classeur de nerds qu'il a spécialement préparé pour leur petite halte à Kyoto. Il comptait bien se faire aimer de Tsukasa grâce à son côté geek. Cheetos n'est pas impressionné et lui fait remarquer à quel point il connaît peu sa femme. Cependant, chaque défaut qu'elle souligne se transforme en un nouvel atout de séduction pour Nasa. Ça continue jusqu'à ce que Cheetos soit frustré et que Nasa avoue que Tsukasa lui a sauvé la vie. Il lui dit combien il s'est senti chanceux de rencontrer quelqu'un qui l'a complété. Le but de leur mariage n'était pas de prouver qu'ils s'aimaient, mais de continuer à le prouver tant qu'ils seraient en vie. Cheetos se fait remarquer et décide de retourner à Tokyo pour le moment. Une fois que tout fut réglé, il était presque temps pour Nasa et Tsukasa de monter dans leur prochain train. Ils s'installent et se dirigent vers Nara pour rencontrer les parents de Nasa. Avant de descendre à Nara, Tsukasa interroge Nasa sur sa famille dans le train. Il l'avertit qu'ils étaient tous les deux originaux et bizarres à leur manière. Son père était un archéologue célèbre qui a finalement décidé de s'installer à Nara après le départ de Nasa. Sa mère a suivi le mouvement et n'a pas remis en question la décision de son mari. Enfin, ils arrivent devant la maison des Yuzaki. Le soir, Tsukasa panique à l'idée de rencontrer la famille de Nasa et essaie de s'échapper, mais Nasa l'en empêche. Sur le pas de la porte, Kanoka, la mère de Nasa, les fixe d'un air menaçant. Nasa se précipite à l'intérieur pour lui dire d'arrêter quand elle avoue qu'elle est juste nerveuse et effrayée. Elle n'est pas émotionnellement prête à rencontrer la femme de son fils, mais ce n'était pas à elle de décider. Tsukasa entre et se présente quand Nasa demande où est son père. Kanoka lui dit qu'il n'a pas bougé de la journée, tellement il était impatient. Après toute cette gêne, les quatre sont enfin assis ensemble dans le salon. Le père de Kanoka et Nasa, Anishi, sont tous les deux super mal à l'aise. Tsukasa et Nasa leur avaient apporté un cadeau, mais ils étaient trop bouleversés pour la remercier correctement. Nasa se fâche et leur dit d'agir normalement, ce qu'ils considèrent comme une chose impossible. Tsukasa arrive comme un ange et mène la conversation jusqu'à ce qu'Anishi lâche que le bain est au prêt. Il force Nasa à prendre un bain pour pouvoir parler à sa femme sans qu'il soit là, de manière à peine subtile. Alors que Nasa essaie de protester, Tsukasa lui donne le feu vert pour y aller. Quand ils sont seuls dans l'ancienne chambre de Nasa, il interroge sa femme sur ce dont elle a parlé, ce qu'elle refuse de révéler avec malice. Finalement, elle va prendre un bain avant qu'il n'aille se coucher pour la nuit. Pendant son absence, Kanoka arrive et informe Nasa qu'il y a un futon de rechange pour que Tsukasa puisse dormir. Elle en profite ensuite pour mentionner, de manière à peine subtile, que leur chambre est juste à côté et qu'il faudrait éviter toute gymnastique de chambre à coucher, l'insonorisation étant inexistante. Nasa a à peine le temps de digérer ça quand Tsukasa revient. Il se souvient qu'ils vont dormir sur le même plan horizontal pour la toute première fois. Au moment de se coucher, il exige que Tsukasa pose sa tête sur son bras et s'endorme. Ce qu'elle fait, ce que le mauviette n'avait pas prévu, c'est le poids d'une tête humaine. Tsukasa s'en aperçoit et taquine Nasa en lui disant que son bras s'endort. C'était au tour de Nasa de passer en mode tsundere, en exigeant un baiser de bonne nuit de Tsukasa, tout en gardant les yeux ouverts pour savourer son expression embarrassée. Et sur ce, ils se couchent heureux tous les deux. Le lendemain matin, Tsukasa est la première à se réveiller et, après avoir jeté quelques coups d'œil furtifs pour s'assurer que Nasa dort, elle commence à se déshabiller. Cependant, Nasa faisait semblant de dormir car il considérait que c'était la chose à faire en tant qu'homme. Mais il n'est pas assez gentleman pour laisser passer cette occasion et jette un coup d'œil rapide aux fesses de Tsukasa avant d'être surexcité et euphorique comme un cheval sous Adderall. Tsukasa suppose qu'il l'a probablement vu, mais ne le confronte pas et sort dans la lumière vive du matin. Elle est accueillie par Enishi qui sursaute quand elle l'appelle papa. Il lui dit qu'il faudra un certain temps pour s'y habituer. Après une tentative ratée de conversation anodine, Tsukasa essaie de combler le silence en posant des questions sur la carrière d'archéologue d'Enishi. Enishi saute sur l'occasion et lui montre son bureau, qui regorge de livres d'histoire et de textes anciens. Tsukasa est très impressionné et lit un ancien manuscrit quand Nasa arrive. Pensant qu'Enishi l'ennuie, il révèle que Tsukasa déteste l'histoire, ce qu'elle nie catégoriquement, car elle avait travaillé dur pour créer des liens avec son père. Kinoka sauve tout le monde de ce malaise en les appelant pour le petit déjeuner.
Une fois qu'ils sont tous bien nourris, Tsukasa propose qu'elle et Nasa aillent visiter les sites touristiques de Nara. Même si l'histoire ne l'intéresse pas, elle pourrait se forcer à passer un bon moment en prenant des photos de Nasa pour son journal. Pas entièrement convaincu, Nasa décide d'y aller. Le premier site qu'il visite est une statue géante de Bouddha. Tsukasa prend Nasa en photo en train de faire la pose du Bouddha et rit en se disant qu'elle montrera ça à son père plus tard. Ils continuent leur visite touristique vers un autre endroit où ils prennent un selfie ensemble, comme un couple. Excité, Nasa propose qu'ils visitent un autre endroit qui existe depuis 1300 ans. Tsukasa l'avertit qu'il n'y a rien là-bas, mais il ne l'écoute pas. Quand ils arrivent, ils sont accueillis par un énorme tas de rien. Malgré son aversion pour l'histoire, elle semblait avoir une tonne de connaissances sur les vieux bâtiments et les différentes époques. Elle a expliqué à Nasa comment l'endroit où il se trouvait avait été démonté à cause d'une pénurie de matériaux. Cependant, il pourrait quand même en profiter en y enregistrant une vidéo amusante. Nasa se met à faire l'idiot devant la caméra, mais Tsukasa arrête l'enregistrement, lui disant qu'il avait l'air d'un homme partant au combat. Elle rit et mentionne qu'elle va montrer tout ça à Enishi, et Nasa lui demande comment ils sont devenus si proches. Tsukasa ne donne pas de réponse directe, mais elle a eu une conversation profonde avec Enishi la nuit précédente, où il l'a remercié d'avoir sauvé la vie de son fils. Elle leur avait donné de l'espoir, à lui et à Kanoka, car Nasa était leur fierté. Ils n'étaient pas prêts à perdre leur brillant garçon. Tsukasa lui promet qu'elle continuera à prendre soin de leur fils pour toujours. Après une journée de visite à Nara, le couple retourne à la maison des Yuzaki pour dire au revoir aux parents de Nasa. Même si le voyage a été court, ils ont tous les deux évolué et appris beaucoup de choses, tout en s'amusant en couple. Ils étaient prêts à faire une pause après toute cette excitation et à reprendre leur routine tranquille et confortable. Cependant, le destin en avait décidé autrement pour le couple. Quand ils rentrent chez eux, ils trouvent le propriétaire et une femme qui l'accompagnent devant l'immeuble. Tout l'appartement a été réduit en cendres par accident. Encore sous le choc, Nasa se précipite pour demander si le propriétaire et la femme qui l'accompagnent n'ont rien eu. Une fois rassurés sur leur état, il se précipite vers les ruines de son ancien chez lui pour retrouver le jeune arbre en pot qu'il avait reçu lors de son mariage. Il soupire de soulagement de voir qu'il peut encore être sauvé. Tsukasa l'observe de loin et fond en pensant à sa capacité à garder son calme et à se soucier des autres dans une situation aussi difficile. Elle retombe amoureuse de lui. Avant qu'elle ne craque davantage pour son mari, Nasa s'approche d'elle et lui demande si quelque chose de précieux a été perdu dans l'incendie. Ce qu'elle nie, il lui annonce ensuite fièrement qu'il a une assurance et tous les documents nécessaires pour être indemnisé pour les dommages. Mais pour l'instant, il propose d'aller au bain public pour un bon bain afin d'évacuer le stress, ce que Tsukasa accepte. En y allant, elle professe une fois de plus son amour pour Nasa. À leur arrivée, Kaname est choquée d'apprendre que leur appartement a pris feu. Ce qui la dérange encore plus, c'est à quel point Nasa semble désinvolte et presque heureux de cette nouvelle. Dans sa tête, il allait rester avec Tsukasa dans l'un des hôtels bizarres et louches du mauvais côté de la ville. Alors que tout son sang affluait vers le bas, il n'a même pas remarqué Kaname entrer et jeter un coup d'œil à son entrejambe. Elle le confronte subtilement, et Nasa s'efforce de réfuter les accusations de pervers. Kaname lui rappelle qu'elle peut voir la preuve entre ses jambes, ce qui donne à Nasa l'envie de s'évaporer sur place. Une fois son bain terminé, il a une conversation sérieuse avec Kaname sur ce qu'il faut faire, et elle propose de les laisser rester sur la propriété des bains publics jusqu'à ce qu'ils puissent trouver de meilleures solutions. Tsukasa se joint à la conversation après avoir fini son bain et Nasa s'empresse d'accepter. Il s'exclame qu'ils ont eu de la chance de trouver un logement aussi rapidement, mais Tsukasa le corrige. Il a été sauvé parce qu'il était une si bonne personne que les gens ont voulu lui rendre la pareille. Nasa pense à la façon dont il est tombé amoureux d'une femme formidable qui lui a réellement prêté attention et est resté à ses côtés. Son monologue intérieur se coupe temporairement quand Kaname les conduit à la propriété où ils vont séjourner pour leur faire visiter les lieux. Nasa s'inquiète d'imposer sa présence. Alors Kaname vérifie auprès d'Aya et de sa mère pour s'en assurer. C'est un grand soulagement pour le couple, qui se rend ensuite chez les Arisugawa pour saluer Aya et Madame Arisugawa. Kaname s'inquiète pour sa grande sœur, qui est toujours distraite et ne réalise pas que Nasa est mariée. Elle taquine même Aya sur ce que ça fait de vivre avec son coup de cœur. Même quand Nasa entre et mentionne qu'il va présenter Tsukasa à ses parents, Aya fait preuve d'une stupidité digne d'un film d'horreur et ne fait pas le rapprochement.
Ce n'est que lorsque Madame Arisugawa arrive et lâche la bombe que Tsukasa est une épouse merveilleuse qu'Aya en reste bouche bée. Avant même qu'elle puisse faire quoi que ce soit, son premier amour était terminé. Elle ne peut même pas se remémorer les bons moments, car sa mère lui dit juste de se faire couper les cheveux et de partir à l'étranger pour que le chagrin d'amour soit plus facile. Aya s'énerve de la façon dont on prend son problème à la légère, ce à quoi sa mère répond qu'au moins son mari n'est pas parti avec une femme plus jeune. Pendant que les deux se disputent pour savoir quel traumatisme est le pire, Nasa s'excuse auprès de Kaname de ne jamais avoir compris qu'Aya avait le béguin pour lui. Kaname lui donne un conseil, ce n'était pas sa responsabilité de s'occuper de quelqu'un qui avait trop peur d'avouer ses sentiments. Cela trouve un écho chez Aya, qui doit décider si elle pleure son amour perdu ou si elle passe à autre chose. Avec un sourire courageux, elle félicite Nasa pour son mariage et adopte une attitude mature. Cependant, son chemin vers la guérison ne sera pas facile car elle décide impulsivement de devenir une idole YouTube. Quelques jours de pitrerie passent avant que Tsukasa n'explique un nouveau problème, le linge. Bien que la plupart de leurs vêtements aient été perdus dans l'incendie, les quelques vêtements qu'ils avaient portés depuis leur séjour chez Kaname et sa famille, Nasa propose de laver leurs deux lessives, mais Tsukasa hésite, disant qu'elle ne veut pas que Nasa regarde ses sous-vêtements. Des pensées impures traversent l'esprit de Nasa, mais il est sauvé par Kaname qui vient chercher Tsukasa pour une petite course. Quand elles partent, Nasa se retrouve seule avec les vêtements usagés de sa femme, qu'il regarde comme un animal sauvage affamé. Après s'être assuré que personne ne le regardait, il attrape quelques vêtements de Tsukasa et les renifle avec délectation. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Kaname pressente ses intentions louches et se cache à proximité. Elle le confronte avec un immense sourire aux lèvres, se moquant de lui en disant qu'il n'est rien de plus qu'un homme simple d'esprit qui aime renifler les vêtements de femmes. Heureusement, elle ne le dénonce pas et laisse le couple aller paisiblement faire sa lessive. Alors qu'ils sont assis là, Nasa remarque qu'il n'a jamais vu Tsukasa en survêtement, ce qui la fait rougir. Elle lui dit de ne pas regarder de trop près, car tous ses sous-vêtements étaient dans la machine à laver. Ça ne fait que rendre Nasa plus déterminée, qui prend rapidement une photo pour sa galerie numérique bizarre. Nasa se souvient de ce que Kaname lui avait dit à propos d'aller faire du shopping pour que Tsukasa puisse continuer à être sa jolie et délicate épouse. Tsukasa argumente un peu, mais finit par accepter d'y aller. Les deux se rendent dans un magasin cher avec une tonne d'options de vêtements. Tsukasa essaie une robe d'été courte qui fait craquer Nasa, mais il pense qu'elle est trop révélatrice et qu'il ne veut pas que d'autres hommes la regardent. Un peu émoustillé par son commentaire possessif, Tsukasa lui demande de choisir des vêtements qui lui iraient bien cadrent bien. Nasa saute sur l'occasion et un joli montage digne d'une scène de Relooking Disney se déroule avant qu'ils ne terminent leur shopping de vêtements. Cependant, Tsukasa n'en avait pas fini, car elle devait encore acheter de nouveaux sous-vêtements. Nasa l'accompagne et a immédiatement l'impression qu'il est illégal pour un homme de regarder tous ses sous-vêtements. Tsukasa le fait asseoir sur un canapé et lui dit d'arborer le regard « Je suis ici avec ma femme ». Une fois les achats terminés, ils sortent, mais Nasa est toujours tout excité. Il demande prudemment s'il pourrait voir Tsukasa en sous-vêtements, ce qui les fait rougir comme des tomates. Tsukasa lui dit qu'il peut la regarder comme ça quand il veut. La conversation est trop intense pour ces deux vierges, et ils commencent à parler de tout et de rien pour masquer leur gêne. Une fois leur embarras torride retombé, les choses reviennent à la normale et ralentissent au cours des jours suivants. Un soir, Tsukasa prépare un repas digne d'un grand chef, tandis que Nasa observe le petit coin qu'ils ont aménagé dans la résidence Arisugawa. Kaname leur avait dit que son bon à rien de père entassait tout un tas d'objets pour ses hobbies de geek et que le couple pouvait se servir de ce qu'il voulait. Cependant, une fois tout installé, il est devenu évident que leur père disparu était un passionné d'histoire. Avec des objets anciens entassés dans son petit débarras, Nasa ne pouvait pas trop se plaindre, puisqu'il vivait là gratuitement. Quand Tsukasa a fini de préparer le repas, Nasa est bouche bée devant l'aspect délicieux de son tonkatsu. La côtelette de porc était juteuse et croustillante, et tout à fait digne d'un restaurant. Nasa s'est exclamé sur le talent de sa femme et sur le fait que le reste de sa vie serait consacré à manger ces délicieux plats faits maison. Kaname se joint à leur petit dîner, mais ne reste pas longtemps. Une invitée avait déposé un mus-milan pour que le couple puisse en profiter. Elle n'est pas partie paisiblement et a tenu à rappeler à Nasa qu'il n'entendait rien dans la maison principale, donc il était libre de s'amuser avec sa femme.
Horrifié, Nasa la fait partir rapidement et partage le melon avec Tsukasa. En le dégustant, ils réalisent de tous les deux que le fruit est de première qualité. Nasa voit une opportunité et dit à Tsukasa d'ouvrir grand la bouche pour qu'il puisse la nourrir. Bien qu'elle soit initialement gênée, elle accepte et croque à pleines dents, ce qui envoie Nasa au paradis. Les deux se couchent et se réveillent avec de bonnes nouvelles. Nasa reçoit un appel de son propriétaire qui lui annonce qu'il construise un nouvel immeuble sur la propriété en ruine et qu'il pourra emménager au prix de l'ancien loyer sans dépôt de garantie. Ça semblait trop beau pour être vrai, mais lui et Tsukasa partent visiter un appartement témoin dont le propriétaire lui avait envoyé un email. En s'y rendant, ils se retrouvent devant un immeuble de luxe. Ils doutent d'avoir les bonnes indications, mais ne se privent pas de l'opportunité et entrent. Ils visitent l'appartement luxueux avec ses hauts plafonds, une baignoire assez grande pour deux jeunes mariés en chaleur, et un lit queen size. Tsukasa avoue qu'elle aimerait dormir dans le même lit que Nasa quand ils emménageront dans leur nouvel appartement, ce qui le comble de joie. Une fois cette parenthèse terminée, ils sortent et découvrent un email du propriétaire qui s'était effectivement trompé dans les indications pour l'appartement témoin. Tsukasa rassure Nasa et lui dit qu'elle se fiche de vivre dans un palais ou un appartement miteux tant qu'ils sont ensemble. Nasa sourit en pensant qu'il a la meilleure femme du monde pour se marier à toute vitesse. Le lendemain matin, Tsukasa se réveille plus tôt que d'habitude et retrouve Kaname devant, qui s'apprête à nettoyer les bains publics. Tsukasa lui propose son aide, car elles étaient pratiquement des inconnues et elle ne voulait pas être une parasite. Kaname accepte gracieusement son aide et lui montre le matériel de nettoyage. Elle insiste sur toutes les innovations technologiques que NASA a apportées pour maintenir l'entreprise à flot, notamment un robot de nettoyage personnalisé. Le travail de Tsukasa consistait à nettoyer tous les endroits que le robot ne pouvait pas atteindre dans la zone des bains pour hommes. Kaname et Tsukasa deviennent amis et commencent à s'appeler par leur prénom. Secrètement, Kaname veut voir si une fille moderne et sophistiquée est capable de bien nettoyer les bains. Elle est stupéfaite quand elle découvre que la zone des bains est impeccable. Tsukasa la félicite pour tout le travail qu'elle accomplit avant et après l'école. Les deux nouvelles amies sortent et Tsukasa raccompagne Kaname alors qu'elle se rend à l'école. À ce moment-là, Nasa se réveille et trouve sa femme devant la maison. Ils retournent tous les deux dans leur chambre, à leur insu. Plus tard dans la journée, Tsukasa demande à Nasa ce qu'il aime, ce à quoi il répond qu'il aime Tsukasa. Elle applaudit l'effort, mais précise qu'elle parlait de nourriture. Le pot-au-feu tout en un de Nasa n'allait pas suffire. Nasa fait d'autres statistiques de geek et lui dit que le curry est son plat préféré. Tsukasa lui explique qu'il n'avait pas de curry en poudre et qu'elle allait faire un saut rapide au magasin. Nasa propose de l'accompagner et de transformer la course en une promenade romantique et gourmande. Alors qu'ils s'apprêtent à sortir, Nasa les arrête et appelle Nasa, lui disant de ramener la tondeuse à gazon en passant par un parc désert à cette heure-là. Il pourrait laisser libre cours à son Hayden intérieur. Quand Tsukasa demande ce qu'ils marmonnent tous les deux, Nasa panique et élude la question, disant qu'ils discutaient de l'actualité. Sur ce, ils partent rapidement au magasin avant que la mère de Kaname ne devienne encore plus bizarre. Leur promenade du soir prend plus de temps que prévu et ils finissent par grignoter un morceau. Nasa avait involontairement conduit au parc désert et Tsukasa a vite compris ses véritables motivations. Nasa essaie tant bien que mal de se défendre contre les accusations de pervers et prétend qu'il voulait juste l'embrasser sous le ciel de l'histoire. Pas tout à fait convaincu. Tsukasa l'arrête en lui disant que son haleine sentait l'ail à cause de leur encas. En vrai soumis, Nasa est prêt à endurer, mais Tsukasa était trop complexé. Obsédé par l'idée d'obtenir ce qu'il veut, Nasa s'approche de Tsukasa par derrière et la serre plus fort qu'il ne le voulait. Cela lui fait peur, mais elle finit par se laisser aller à ce geste romantique. Les deux ont une conversation saine sur la façon dont leur vie de couple se déroule jusqu'à présent. Le lendemain, Jitose reprend son rôle de harceleuse et découvre que la maison de Nasa a brûlé. Elle est accompagnée de Charlotte et Aurora, qui fouinent un peu, mais n'ont aucune idée de où se trouvent actuellement Nasa et Tsukasa. La chance leur sourit quand Tsukasa passe derrière elle avec de la lessive. Jitose l'interroge sur ce qui s'est passé, mais Tsukasa esquive ses questions. Elle invente une histoire abracadabrante, comme quoi elle a dû vivre dans un terrain de jeu voisin pour survivre. Elle piège Jitose en la faisant entrer dans la grotte du terrain de jeu, puis disparaît, tandis que Charlotte et Aurora apprécient la scène.
Tsukasa était retourné à leur logement temporaire où Nasa triait les vieilles affaires laissées par le père de la jeune fille. Il y avait une tonne de vieilles consoles et d'électronique, et même une Mega Drive, ce qui a excité Tsukasa. Pendant ce temps, Nasa a mis la main sur un appareil étrange que Tsukasa lui dit être une machine à takoyaki. Il est super enthousiaste et propose une soirée takoyaki pour eux deux et les Arisugawa pour tous les ennuis qu'ils ont causés. Ils vont au bain principal pour en parler à Kaname, qui accepte immédiatement. Tsukasa dit qu'elle voulait mieux connaître Aya, mais Kaname hésite parce qu'Aya a encore des sentiments pour Nasa. Leur réflexion ne dure pas longtemps car Cheetos fait irruption dans le bain avec ses servantes. Elle demande à Tsukasa si c'est là qu'elle habite, et Tsukasa fait mine de s'allonger sur le sol sale et d'utiliser des biberons comme oreillers. Nasa la gronde pour avoir embêté Cheetos. Sachant que c'est une gamine crédule, Tsukasa sourit et finit par avouer qu'elle vit dans la maison attenante à la propriété. Cheetos s'énerve et Kaname propose qu'elle se détende dans le bain chaud pour se calmer. Les servantes sautent sur l'occasion et Cheetos est entraînée malgré elle dans le plan. Toutes les trois prennent un long bain relaxant et se rafraîchissent ensuite avec du lait froid. Tsukasa réussit même à les faire partir avant que Cheetos ne revienne, encore plus en colère qu'avant. Elle reproche à Tsukasa de vivre avec quelqu'un d'autre et pas avec elle, ce à quoi Tsukasa répond simplement qu'il y a une console Mega Drive là-bas. Cheetos est décontenancée et surenchérit en disant qu'elle achèterait toutes les consoles possibles et imaginables si cela signifiait que Tsukasa reviendrait vivre avec elle. Bien que cela ne fonctionne pas sur elle, Aya apparaît de nulle part après avoir entendu parler des consoles de jeux. Elle se porte volontaire pour jouer avec Cheetos avant même que les présentations officielles ne soient faites. L'idée lumineuse frappe Nasa. Au milieu de tout ce bruit, il invite toutes les personnes présentes à la soirée tacos pour la rendre plus animée. Tsukasa accepte à peine, mais mentionne qu'elle devra refaire des courses. Cependant, Charlotte et Aurora arrivent à la rescousse, ayant anticipé une telle situation, et apportent avec elles 2 sacs remplis de provisions. Cheetos et Aya se rapprochent, en avouant qu'elles n'aimaient pas Tsukasa comme femme de Nasa et qu'elles n'acceptaient pas leur mariage. Elles se sont lancées dans une tirade sur le fait qu'une bonne épouse devrait savoir cuisiner, alors qu'elles-mêmes sont de piètres cuisinières. L'ambiance animée se poursuit jusque dans la soirée, où la soirée tacos a commencé à la résidence temporaire des Yuzaki. Tout le monde mange et boit à satiété avant même que les takoyaki n'aient été servis. Une fois qu'ils ont fini de manger, Aya annonce que la vraie fête commence et sort un exemplaire PlayStation de Street Fighter V. Ils décident tous de jouer les uns contre les autres pour le plaisir, mais secrètement. Ils sont en compétition les uns avec les autres. Aya est super excitée et Kaname révèle que sa sœur était une grande passionnée de jeux vidéo. Kaname essaie de jouer contre Cheetos et les autres, mais réalise vite qu'elle est loin d'être prête à affronter ces monstres. Finalement, il ne reste plus qu'Aya, Cheetos et Tsukasa qui s'affrontent. Pour pimenter les choses, les femmes de chambre proposent un prix pour le gagnant. Le prix en question était d'obliger Nasa à faire tout ce qu'elle voulait, ce qui les a toutes motivées. Aya offre même un cadeau de mariage à Tsukasa en la plaçant directement en finale du tournoi. Alors que Cheetos et Aya commencent pas à jouer, elle remarque qu'elle obligerait Nasa à faire le poirier dans la rue, dans le plus simple appareil, pour que Tsukasa perde tout intérêt pour lui. Cependant, Cheetos est éliminé avant même que le spectacle ne commence, car Aya la démolit brutalement et la met KO en quelques secondes. Bafouillant, elle invente une excuse stupide sur sa manette qui ne serait pas branchée et exige une revanche. Aya l'amuse, mais Cheetos finit toujours par perdre. C'est enfin au tour de Tsukasa de jouer contre Aya, et aucune des deux ne lâche prise. À la fin, Aya gagne avec un combo brutal et Tsukasa se met à pleurnicher. Elle triche et exige qu'elle joue au Street Fighter original, car Nasa avait fabriqué une manette spéciale de fortune pour jouer, alors qu'au début, Aya semble perdre. Elle effectue le retour du siècle, et le combat final se termine par un double KO. Les deux s'allongent et se reconnaissent comme des adversaires dignes et deviennent amis. Ensuite, Kaname leur rappelle qu'aucun takoyaki n'a été servi à la soirée tacos et tout le monde se met au travail. Pendant que tout le monde apprécie son repas, Cheetos aperçoit Tsukasa et Nasa en train de se câliner près de l'appareil à takoyaki. Lorsque ses servantes l'interrogent sur son opinion concernant leur mariage maintenant, Cheetos finit par céder et dit qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient tant que Tsukasa était heureuse.
Quand vient enfin le moment pour tout le monde de partir, Tsukasa et Nasa promettent d'organiser bientôt une autre fête, plus tard dans la nuit. Alors qu'ils font la vaisselle, Nasa se souvient du pari stupide où le gagnant aurait fait sa demande en mariage s'il avait gagné. Il demande à Tsukasa ce qu'elle aurait fait, et elle lui répond en l'embrassant. Nasa sourit et dit qu'elle peut faire ça quand elle veut. Le lendemain, l'ambiance est moins torride, Nasa reçoit un appel de son travail lui annonçant que leur système numérique sont hors service. Bien que Tsukasa lui dise de ne pas trop se surmener, Nasa se transforme en hacker démodé et se met à travailler sur 3 ordinateurs à la fois comme si de rien n'était. Tsukasa ne peut pas faire grand-chose à part le regarder travailler et lui offrir de temps en temps une collation ou une boisson. Les heures passent vite et Nasa est enfin libéré de son travail. Tsukasa remarque alors que son visage est rouge vif et qu'il n'a pas l'air bien du tout. Elle insiste pour qu'il prenne sa température et découvre qu'il a une forte fièvre. Tsukasa l'installe dans un futon alors qu'il avoue ne pas se sentir bien et avoir mal partout depuis le matin. Tsukasa dit à Nasa que c'est un cas typique de grippe d'été et qu'il devrait juste se reposer et laisser sa femme, jeune mariée et adorable, s'occuper du reste. Alors que Nasa s'endort, Tsukasa réalise qu'il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire à part lui offrir de l'eau, des médicaments et quelques collations. Pendant qu'il dort, elle en profite pour prendre des photos embarrassantes de lui pendant qu'il est malade. Il est 20 heures quand Nasa se réveille enfin, se sentant un peu plus frais après s'être reposé. Tsukasa s'empresse de s'occuper de lui et se creuse la tête pour savoir ce qu'elle pourrait faire pour son mari. Finalement, elle se décide à le débarbouiller avant de lui proposer des vêtements propres. Gênée, Nasa accepte pendant que Tsukasa nettoie son corps avec une serviette humide. L'ambiance devient tendue quand elle lui dit d'enlever son pantalon pour qu'elle puisse le nettoyer entièrement. Mais le mode vierge de Nasa s'active et il lui dit qu'il peut le faire lui-même. Quand elle insiste, il inverse les rôles et lui demande comment elle se sentirait si c'était lui qui la débarbouillait. Tsukasa répond à sa provocation et lui dit que ça ne la dérangerait pas que ce soit Nasa qui la débarbouille. Pour couper court à cette tension palpable, Tsukasa s'éclipse pour proposer des fruits à Nasa. Plus tard dans la nuit, ils se mettent au lit dans leur chambre et Tsukasa attrape Nasa à l'improviste, lui disant qu'elle s'était inquiétée pour lui, même si ce n'était qu'un simple rhume. Elle le prend dans ses bras et Nasa révèle qu'il travaillait plus dur pour qu'ils puissent les profiter ensemble du festival d'été qui approchait. Elle est sous le charme, mais elle dit à Nasa qu'elle n'en voulait pas si c'était au prix de sa santé. Ils commencent à s'embrasser, mais avant que ça ne devienne trop chaud, Tsukasa l'arrête et lui rappelle qu'il était malade. S'il voulait être un bon petit mari, il devrait se tenir à carreau et aller se coucher, ce que Nasa fait comme un Golden Retriever loyal. Le matin arrive et Tsukasa est au bain public. Kaname lui dit qu'elles devraient toutes les deux porter des yukatas au festival d'été pour rendre l'atmosphère plus torride et romantique. Tsukasa n'apprécie pas le sous-entendu bizarre, mais prend quand même le yukata de Kaname. Quand elle rentre à la maison, elle dit à Nasa de se retourner pour qu'elle puisse se changer. Après une longue lutte intérieure, il trouve le courage de demander à Tsukasa s'il peut la regarder se changer en yukata. Timide au début, elle accepte qu'il jette un coup d'œil, mais Nasa la regarde comme si elle était le dîner de ce soir. Une fois qu'ils se sont changés, ils se dirigent vers le festival d'été et commencent pour la regarder toutes les choses amusantes qu'ils pourraient faire avant le début des feux d'artifice. Tsukasa le supplie de lui prendre des takoyaki, car elle n'aime pas ceux qui sont frits. Elle s'emballe sur ce plat classique jusqu'à ce que Nasa cède et achète une boîte à partager. Ils dévorent tous les deux les takoyaki chauds avant de se diriger vers les autres stands. Une voix familière les appelle alors qu'ils voient Cheetos et Aya s'occuper d'un stand de pêche au poisson rouge. Kaname les avait forcés à les aider. Même Aurora et Charlotte étaient là. Mais elles ont refusé d'aider et se sont contentées d'engloutir la nourriture du festival. Tsukasa se vante d'être une experte à la pêche au poisson rouge, mais elle laisse Nasa briller. Son ego se dégonfle comme un ballon triste quand l'épuisette se déchire avant même qu'il puisse attraper un seul poisson rouge. Dépité, ils s'éloignent et c'est alors qu'ils aperçoivent un sanctuaire au loin et décident de prier pour la santé de Nasa et un mariage heureux. Tsukasa s'emballe et commence à prier pour la paix dans le monde. Nasa avoue qu'il n'avait pas beaucoup de gens, à part sa femme, qui se soucierait de lui quand il était malade ou souffrant. Tsukasa le réconforte en lui disant qu'elle sera là jusqu'à la fin des temps. Ils s'embrassent et sont sur le point de commencer à s'embrasser quand Kaname les arrête.
Le groupe s'était réuni pour aller voir le feu d'artifice. NASA saisit l'occasion et prend une photo de groupe de tout le monde. Plus tard, Kaname crie au couple de venir regarder le feu d'artifice avec eux. Le groupe se rassemble sur une colline et profite de la vue. Baignant dans le confort de l'amitié et de l'amour, NASA se sent l'homme le plus chanceux du monde. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez le récapitulatif, commentez ci-dessous les étranges sous-entendus de Kaname. Si vous aimez les récapitulatifs comme celui-ci, n'oubliez pas de regarder cette vidéo juste ici. Je montre n'importe laquelle des 3 grandes épées. Michel, la couverture de la série de science-fiction Firefly, référence au jeu Conjure. Papa, la photo du même Ackerman.